Tout d'abord, je voudrais saisir cette occasion pour remercier les organisateurs et les féliciter de cette réunion assez impressionnante ici à Strasbourg. Je voudrais aussi les remercier de m'avoir invité, surtout Herman, Camille, Barbara, Joël et l'équipe du Maillon qui nous accueille tous ici. Et bien sûr, je voudrais aussi remercier nos interprètes. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès d'elles par avance. C'était un plaisir pour moi d'être présente hier et d'être présente encore aujourd'hui parce que j'ai rencontré des collègues avec lesquels je travaillais depuis quelques années, mais j'ai aussi rencontré pour la première fois en présentiel des personnes que j'ai rencontrées sur Zoom pendant la pandémie. Donc c'est très agréable de pouvoir mettre un corps sous vos visages. Parce que c'est la seule partie de vous que j'ai vue pendant 2 ans, 2 ans et demi. Je suis un peu intimidée par la taille de cet écran, parce que ma présentation avait l'air très humble sur mon écran d'ordinateur, mais maintenant je me sens un petit peu impressionnée, donc je suis nerveuse. Herman en a assez dit sur moi. Pour le moment, je suis secrétaire générale et cofondatrice de ce réseau. Je voudrais dire tout simplement que cela me donnait la possibilité d'avoir une expérience de première main sur ce sujet parce que nous avons mis en place un groupe de responsables verts et en 2013, nous avons organisé une conférence sur la durabilité avec un accent sur la responsabilité durable de la culture. Cela nous a permis, pardon, en 2016 plutôt. Non, en 2013. Et en 2016 plutôt, à partir de toutes les expériences que nous avons réunies, nous avons tenu notre première séance de cours d'été intensif avec aussi Julie's Bicycle. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Julie's Bicycle, c'est une organisation caritative fondée au Royaume-Uni qui devait mettre en lien la durabilité et la culture et mobiliser le secteur culturel pour entamer des actions climatiques. En 2016, nous avons rejoint Julie's Bicycle en tant qu'associés. Nous avons beaucoup travaillé ensemble depuis lors. Ces 2 dernières années, comme Herman l'a dit, j'ai intensifié mes recherches. En effet, j'ai travaillé sur ce livre, sur les théâtres durables, et mes recherches m'ont ramené en arrière parce que je voulais déterrer un petit peu tout ce qui était déjà présent par le passé. Donc, cela m'a emmené il y a 30 ans. Parfois, j'étais très impressionnée par ce que je découvrais. Plus je faisais des recherches, plus je me rendais compte de la quantité et la qualité impressionnante des travaux accomplis par un petit nombre d'individus, d'organisations, d'organismes publics, des pionniers en fait. Et donc, j'ai préparé une petite sélection des initiatives. Et en fait, tout cela, tout ce que j'ai réuni ici sur l'écran, c'est avant les accords de Paris. Regardez par exemple, en 1993, c'est le premier livre sur les pratiques écologiques dans les théâtres, un livre publié aux États-Unis sur le verdissement de nos maisons, publié par Larry Seyfried et Theresa May. Ensuite, un livre a été aussi publié par le maire de Londres, ainsi que par d'autres dirigeants. Et ensuite, au centre, vous voyez Julie's Bicycle, donc une organisation pour le climat dans le secteur de la culture. Il y a aussi Creative Carbon Scotland, avec des actions. Donc nous voyons que c'est en 2007 et en 2011. Et vous voyez
qu'une stratégie a été déjà mise en place en 2001, une autre stratégie par l'Opéra de Lyon en 2009. Le Festival d'Aix-en-Provence, quant à lui, a publié sa propre expérience de travail sur l'idée des éco-conceptions de décors. Et ce guide a été publié en 2012. Dans le coin, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est derrière moi, une autre publication. Je pense que c'est le premier livre publié pour produire des productions verts qui a été publié en 2014 aux États-Unis par Ellen Jones. Donc, ce sont des pratiques pour le verdissement des théâtres. Comme vous le voyez, toutes ces initiatives remarquables sont en provenance d'institutions de haute volée et pourtant elles sont assez marginales. Donc maintenant, cela fait près de 10 ans que tous ces travaux ont été publiés, ou que ces derniers travaux ont été publiés. Et maintenant, le secteur s'intéresse à un engagement. On a bien sûr parlé déjà des mécanismes retardés, mais pourquoi la question de pourquoi notre secteur avait-il pris du retard dans ce domaine, ça m'a travaillé pendant un certain temps. Donc j'ai décidé de changer de perspective et au lieu de regarder les obstacles, j'ai tenté de trouver des conditions qui nous permettaient d'agir. Bien sûr, comme vous l'avez vu dans le titre de ma présentation, je pense que si nous devons accélérer et augmenter nos actions depuis la base, nous devons agir, mais aussi institutionnaliser, et aussi pour institutionnaliser la durabilité dans notre secteur, nous devons mettre en place des politiques, des mesures au niveau systémique et au niveau institutionnel. Et il faut donc pour cela que l'ordre du jour culturel soit inclus dans les mesures de durabilité. Donc vous voyez ici des institutions qui ont commencé leur voyage vers la durabilité il y a plus de 15 ans. Donc le Théâtre national de Londres s'est embarqué dans des projets pour la durabilité, ainsi que la compagnie de théâtre de Sydney, et ce en 2006, pour tous les deux. C'est intéressant de regarder les points communs entre ces deux projets. Tous les deux ont été développés dans un contexte politique favorable, à un moment où, au Royaume-Uni et en Australie, l'ordre du jour climatique était au sommet des priorités des gouvernements locaux et nationaux. Donc tout ceci a été prévu avec une longue perspective pour l'avenir. C'était des projets ambitieux. Leur coût était élevé. Il fallait donc attirer des financements publics et privés et s'assurer qu'ils soient fournis. Il y a aussi une ampleur très importante avec des bâtiments, des opérations, la production, la construction d'une capacité. Ces deux projets ont obtenu des résultats mesurables, donc avec beaucoup de transparence. Ils étaient aussi conformes à des cadres législatifs. Les deux ont mis leur mission dans leur image de marque et ces deux organisations avaient l'ambition de servir d'exemple. Donc, c'était des modèles, des leaderships dans le secteur. Donc, vous voyez ici des extraits du site web qui fait partie de leur image de marque. C'est organisé en différents secteurs, donc avec des systèmes de surveillance, des engagements,
Et c'est centré sur les personnes, l'endroit et la production, donc le programme et comment les productions sont faites. De plus, ici, on voit qu'ils présentent de manière assez détaillée leur domaine de travail et les réussites de leur théâtre. Donc vous voyez les réussites les plus récentes de leur production. Donc dans le livre vert des théâtres. Et vous voyez aussi qu'il y a eu beaucoup de travail sur l'énergie, le chauffage et le refroidissement, la climatisation, l'eau, les déchets, la biodiversité et le travail avec les industries, ou l'industrie en général. Donc vous allez voir ici des chiffres exacts pour la réduction de leur empreinte carbone, de la réduction de leur consommation d'énergie, le recyclage des déchets, etc. Le projet Greening the Wolf, donc le verdissement de la jetée, a été aussi lancé comme une mission conjointe de Kate Blanchett et de Monsieur Upton. Donc ce projet a été salué en Australie et internationalement parce qu'il était vraiment révolutionnaire à cette période. C'était vraiment un projet centré sur la technologie, la durabilité technologique. Donc vous voyez tous ces panneaux qui ont été installés au sommet du bâtiment. Et il faut savoir que c'est un bâtiment qui fait partie du patrimoine, donc c'est une approche très innovante de la durabilité. Ils sont aussi parvenus à trouver une solution très inventive pour la collecte de l'eau qu'ils ont en fait installée sous les piliers, comme vous le voyez ici. En bref, le théâtre s'est concentré sur des actions concrètes, la transparence et des résultats évalués, en réduisant donc les impacts sur la consommation d'énergie, d'eau, la réduction des déchets, et il y a eu un design vert, une conception verte qui a été introduite d'ailleurs en 2011. Et cela faisait partie d'un contrat avec les scénographes. Ici, vous voyez les résultats. Entre 2007 et 2017, ils ont réduit leurs émissions de CO2 de 50%. Donc vous voyez ici une approche très intégrée dans la politique, les mesures prises par ces deux théâtres. Bon, cependant, il y a des différences entre ces deux théâtres. À Disney, une fois que Blanchett et Upton sont partis, et qu'un gouvernement moins orienté sur l'écologie a pris le pouvoir, la motivation a diminué. Donc ce projet est devenu exemplaire, mais il était beaucoup plus solitaire. Au contraire, le Théâtre national a continué à faire évoluer sa politique pour le secteur. Donc il continue encore aujourd'hui grâce à un leadership engagé, mais aussi grâce à un contexte plus propice, grâce à des bonnes interrelations dans le secteur, avec une approche à la fois du bas vers le haut et du haut vers le bas. En 2007, le maire de Londres a publié le plan du changement contre le changement climatique, à Londres. Et au Royaume-Uni, un programme a été voté par la majorité. Et c'est la première politique en ce sens au niveau international. Et c'est maintenant toujours une loi qui est un modèle pour d'autres. Donc ce plan climatique devait être diffusé dans tous les secteurs importants d'activité. Mais la culture n'était pas impliquée. Donc des organisations
culturelles clés ont milité pour être incluses et pour davantage d'actions climatiques. Le premier résultat tangible de cette mobilisation, c'est la publication du Guide vert du théâtre, publié en 2008, un projet conjoint de la mairie et des dirigeants durables du secteur de théâtre. Donc il s'agissait là d'une fenêtre d'opportunité. Le secteur était prêt, il y avait beaucoup d'initiatives de la part des citoyens, de la base, dont du Théâtre national à sa tête. Donc il y avait un leadership sectoriel. On voyait aussi un groupe de défenseurs de l'âtre qui exerçait des pressions sur le Conseil des arts d'Angleterre, donc l'organisme qui s'occupe des arts. Il y a eu aussi un accord de financement du Conseil des arts d'Angleterre. Et en 2012, le Conseil des arts d'Angleterre a mis en œuvre une série de points à remplir pour les financements, pour toutes les organisations du portfolio national, sur l'impact environnemental et sur la mise en place de mesures environnementales et d'un plan d'action environnemental. Un programme aussi a été mis en place par Julie's Bicycle pour renforcer la capacité du secteur afin que tous les théâtres se sentent en mesure de lutter contre le changement climatique. Donc vous voyez, il y a aussi des résultats assez impressionnants entre 2012 et le rapport donc juste avant la pandémie. Il y a eu une diminution de 35% des émissions de CO2 dans le secteur. La consommation directe d'énergie a été réduite de 23%. Et bien sûr, il y a eu aussi des économies, près de 17 millions de livres. Ce qui est intéressant, c'est que cette évaluation s'est aussi intéressée à la façon dont les organisations contribuaient à une nouvelle écologie créative, donc la mise en place de nouvelles connaissances, compétences, des technologies vertes, des biens et services durables, la mise en place de solutions de gestion des déchets vertes ou le choix de fournisseurs d'énergie renouvelables. Vous voyez ici les statistiques clés. Donc l'impact a chaque fois été réduit et les bénéfices ont été augmentés. Toute cette expérience s'est répercutée ensuite dans toutes les politiques suivantes, la plus récente étant la stratégie pour 2020-2030, où la lutte contre le changement climatique était ici l'un des principes clés pour le financement. C'est aussi important de souligner que le cadre principal, résumé ici par Creative Carbon, a mené à un cadre politique similaire en Écosse qui a été proposé par Creative Carbon Scotland. En fait, ici, c'est l'équivalent du Conseil des arts d'Angleterre et Julie's Bicycle y a aussi contribué. Donc vous voyez, ce concept a aussi été adapté dans le contexte local. Cependant, même si ces deux approches semblent pionnières, il y a eu une tentative précédente d'intégrer la durabilité dans la culture. Donc, je dis en fait à chaque fois durabilité environnementale, mais je n'explique pas pourquoi.
il y a eu une stratégie en France entre 2010 et 2013. Et pour cela, le ministère de la Culture a créé une stratégie pour le développement durable en 2011 pour la culture, afin de souligner le rôle que la culture pouvait jouer dans la durabilité. Ce plan proposait une sorte d'encouragement pour le secteur de la culture en termes d'opérations, de chaînes d'approvisionnement et de bâtiments. Le prochain cadre, entre 2015 et 2020, était en lien conforme à l'accord de Paris, donc vers la transition écologique. Donc ici, l'ordre du jour climatique était davantage souligné. Il était davantage dédié à la durabilité environnementale. Le cadre était plus détaillé avec un plan d'action proposé contenant des mesures plus spécifiques et il demandait aux institutions culturelles de publier un rapport annuel sur les initiatives qu'elles prenaient. Malgré le caractère innovant de ces initiatives, ces deux cadres ont échoué à promouvoir la durabilité environnementale à grande échelle dans le secteur culturel. Il n'y a eu que quelques initiatives dans le pays. Pourquoi? D'après moi, l'une des raisons, c'était le chevauchement entre entre le plan national et le plan culturel spécifiquement. Donc c'était pour moi un peu compliqué de s'y plier. Et ces cadres d'ailleurs devraient faciliter des applications concrètes dans le secteur. Mais comme les voix se sont élevées en France dans le secteur culturel pour appeler à des actions culturelles ces dernières années, comme le Shift Project, bien sûr. Il y a aussi un manifeste des indépendants qui propose des suggestions pour la durabilité environnementale. Donc, fin 2021, le ministère de la Culture a présenté une charte de développement durable pour les festivals, cette fois en se concentrant très clairement sur les actions environnementales et climatique. Camille m'a d'ailleurs pointé la dernière intervention de la ministre de la Culture qui a annoncé 5 axes pour agir sur la transition écologique. Donc avec des une approche orientée sur les résultats spécifiques à la culture, avec un soutien aux initiatives et une évaluation. Donc maintenant, nous pourrions peut-être nous aventurer à créer un plan d'action pour la culture, en montrant ce qui a fonctionné ou pas. Donc ce plan d'action pour la culture nécessite un cadre politique, culturel spécifique à notre secteur, avec le débloquement de financement qui nous aidera aussi à surmonter les obstacles. Nous devons nous concentrer sur la durabilité environnementale. Alors bien sûr, on parle ici de l'empreinte carbone, des émissions de gaz à effet de serre, des impacts environnementaux, plutôt que d'avoir une approche plus floue sur le développement durable. Avons-nous besoin de propositions obligatoires ou semi-obligatoires? Je dirais oui, combiné avec une approche très réglementée, avec des financements. Donc ce qui semble avoir fonctionné aussi, c'est la mise en lien avec des partenaires facilitateurs comme Julie's Bicycle et Creative Carbon Scotland. Donc ils ont vraiment fait le lien entre les institutions culturelles et les organismes publics dans le secteur culturel. Donc comment procéder? D'abord avec le cadrage approprié.
Vous voyez ici l'idée de Ben avec la politique parapluie. Donc, c'est important d'avoir un cadre législatif propice, d'avoir une bonne collaboration avec le secteur. Il faut aussi avoir des initiatives qui partent de la base. Le leadership culturel est d'une importance capitale, donc il faut inclure les acteurs clés et les institutions prestigieuses. Et bien sûr, il faut aussi embarquer des décideurs engagés et prêts à travailler avec le secteur. Maintenant, où en sommes-nous? Nous avons un cadre politique approprié. Le Green Deal européen et la loi climatique européenne, donc qui crée des bonnes bases. Nous avons aussi des directives pour le verdissement créatif de l'Europe. Nous observons aussi de mobilisation à grande échelle pour le secteur, donc surtout au niveau des réseaux, des associations professionnelles et par le biais de bien d'autres agents. En plus des initiatives qui sont parties de la base et d'autres initiatives qui deviennent plus visibles, nous observons un travail du secteur plus innovant. Nous avons beaucoup de projets, d'outils, de construction des capacités. Avons-nous un leadership culturel? Oui, au niveau international et européen, mais il manque toujours du leadership culturel au niveau national, régional et local. Et nous avons aussi grandement besoin de décideurs politiques culturels, encore une fois, au niveau national, régional et local. C'est mon avis et j'y tiens. Ce n'est pas possible d'organiser une action culturelle à partir d'une politique centralisée. Nous avons besoin de décisions politiques au plus près de chez nous, où que ce soit d'ailleurs pour chacun d'entre nous. Et voici donc mes pensées donc, en conclusion, ou plutôt en fait en ouverture parce que je les ai depuis longtemps. Donc l'exceptionnalisme, nous devons souligner le caractère exceptionnel de notre travail. Mais dans le cadre de la transition écologique, il faudrait plutôt non pas se concentrer sur ce qui nous rend exceptionnels, mais plutôt sur ce qui pourrait aussi se transmettre aux autres secteurs. Par exemple, les bâtiments, l'énergie, le transport, la mobilité. Ces questions ne peuvent pas être résolues en dehors d'un plan d'action conjointe sur la transition. Le maximalisme. Nous avons travaillé depuis plus de 20 ans sur l'idée d'un concept créatif, le secteur culturel comme accélérateur, source de croissance, etc. Mais cela a mis l'accent fortement sur les résultats concrets. Est-ce qu'il ne faudrait pas questionner cette approche? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre en compte ses implications sur l'environnement? Enfin, l'avenir. Pour nous tous, il nous faut refonder l'avenir du spectacle vivant. Mais ce secteur sera animé par des jeunes acteurs, des personnes qui ne sont pas ici. Certains font leur premier pas difficile dans ce secteur, d'autres étudient encore. Et en fait, ils ont été éduqués dans le cadre d'une réalité précédente. Et la plupart de leur formation est peut-être déjà obsolète. Donc, il nous faut penser à l'équité dans ce cadre. Donc, nous devrions réfléchir encore et essayer d'intégrer leurs pensées, leurs peurs, leurs rêves pour l'avenir dans les plans que nous faisons. Et enfin, la pensée favorite de tous, réinventer la roue. Alors, ne le faisons pas. Les bons poètes empruntent, les vrais poètes, les véritables poètes volent. Donc,
voyons ce qu'il y a devant nous parce que c'est la culture du partage. Ayant dit ça, je voudrais partager le slogan de mon travail que j'ai volé dans la revue Atlantique. Le changement climatique ne peut pas être résolu à l'ancienne manière, pardon, ne peut être résolu qu'à l'ancienne manière à travers la curiosité, l'humilité et la démocratie. Merci.